Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club L'Hémicycle. Vous nous suivez en direct sur la chaîne YouTube et puis depuis cet auditorium de l'Hémicycle. Merci donc d'être fidèles au rendez-vous. Je suis très heureux ce soir de recevoir le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors beaucoup de sujets, mais vous le savez, on commence toujours le Club L'Hémicycle par connaître un peu mieux la personnalité qui nous fait l'honneur d'être dans cette émission. Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours, de vos passions, qui vous êtes. En quelques mots, l'intégralité de l'interview portera plutôt sur les dossiers industriels qui sont pesants, qui sont lourds, que vous portez aujourd'hui, et ceux qui sont collatéraux, qui sont liés à l'énergie, parce qu'on comprend bien qu'il n'y a pas d'industrie sans énergie. Donc en quelques mots, présentez-vous, expliquez-nous ce que vous faites et surtout quelles sont vos passions. Ah, mes passions. J'aurais bien aimé commencer par ça, mais je vais vous parler un petit peu de mon parcours d'abord. J'ai eu des études assez longues, peut-être un peu trop d'ailleurs. Il ne faut jamais prolonger trop ces études, qui m'ont amené à faire de l'économie, à passer un doctorat d'économie, puis à devenir maître de conférence, puis professeur d'université, avec une spécialité, c'est le sujet du marché du travail, l'emploi, la formation professionnelle, la question des compétences, la question du dialogue social aussi. Et puis avec aussi le souci de traiter beaucoup les sujets, les questions, les problèmes auxquels on est confronté en allant chercher des données et en faisant parler les données. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et que j'utilise encore aujourd'hui dans ma fonction de ministre et dans mes fonctions professionnelles. J'ai été enseignant à l'université pendant un certain nombre d'années. Et puis après, je me suis lancé dans l'aventure politique en étant d'abord conseiller de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. C'était l'époque du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On a fait un certain nombre de réformes. On a fait les ordonnances travail, on a fait la loi sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage. On a beaucoup déverrouillé un certain nombre de pesanteurs qui existaient dans notre modèle de travail, dans notre modèle social. Et puis après, j'ai travaillé auprès de Jean Castex et je me suis en particulier occupé, c'était l'époque où on sortait du Covid, vous vous en souvenez, vers 2020. Je me suis occupé du plan de relance et plus généralement de tout ce qui touchait à la relance de l'industrie, à la relance du marché du travail, avec le souci de faire un petit peu le deuil de cette période qui a été extrêmement difficile pour tout le monde, qui était la période du Covid. Et une fois arrivé en 2022, je me suis dit que j'avais passé peut-être suffisamment de temps dans les cabinets ministériels et qu'il s'agissait de retrouver un peu de liberté de parole. Devenir ministre. Devenir ministre, la question s'est posée beaucoup plus tard. Mais d'abord de retrouver une forme de liberté de parole à laquelle je suis très attaché parce que les universitaires sont toujours très attachés à leur liberté de parole. Et effectivement, c'est à ce moment-là que je me suis présenté et que j'ai été élu député des Français de l'étranger, en particulier des Français qui habitent en Suisse. Voilà un petit peu le parcours résumé. Et puis, depuis quelques mois maintenant, je suis effectivement ministre et j'ai la chance, l'honneur, le privilège, la fierté d'être ministre de l'Industrie. Ça, c'était sous le gouvernement de Michel Barnier. Et puis, maintenant, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, depuis que François Bayrou est Premier ministre. Les passions, j'en ai beaucoup. Le foot ? Le foot, pas mal. Je l'ai pratiqué. Je le suis encore avec assiduité. Et j'ai parfois l'occasion de passer un petit peu de temps dans des stades, et en particulier au stade Charletti, qui est un stade bientôt sera le stade Jean-Bouin. Qui est un stade qui accueille le Paris FC, comme chacun sait, comme chacun ne sait pas, mais en tout cas c'est une information importante. Ça ne va pas durer longtemps, effectivement, le Paris FC qui est l'autre club de Paris, auquel je suis très attaché, parce que familialement, on s'est beaucoup investi, en particulier mon père, Pierre Ferracci, s'est beaucoup investi en tant que président du Paris FC depuis maintenant plus de 12 ans. Donc je suis cette aventure, j'essaie d'y participer un petit peu, et c'est effectivement une passion, c'est quelque chose qui occupe beaucoup l'esprit, c'est aussi un exutoire, et puis je fais pas mal de sport, je fais quand le temps me le permet et quand mon île originaire de Corse m'accueille de la chasse sous-marine, je fais
pas mal de choses qui essayent de reconnecter un petit peu avec la nature. Et puis, il faut bien dire qu'en ce moment, le travail de ministre occupe quand même beaucoup mes Marc journées. Ferracci, vous parliez de dialogue social, vous parliez de football. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'en fait on est le fruit de son enfance, on est le fruit de son éducation, on est le fruit de sa culture sociale, politique, est-ce qu'on peut dire que vous avez grandi sous l'ombre tutélaire de Pierre Ferracci, votre père? Tutélaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a forcément une influence. Il a construit une entreprise, une très belle entreprise, dont la spécialité est de conseiller les représentants du personnel dans leur dialogue avec les directions, et qui a ensuite élargi à d'autres activités son champ d'intervention, notamment aux activités de restructuration et de revitalisation économique. Non, évidemment qu'il y a une influence, mais j'ai quand même choisi un parcours assez spécifique, parce que quand on fait un parcours universitaire, on est confronté à une forme de solitude, parce que la recherche est aussi une forme de solitude. Faire une thèse, travailler sur des articles, travailler sur des données, c'est une partie de ma vie que j'ai beaucoup aimée, à laquelle maintenant je prête un petit peu vis-à-vis de laquelle j'ai un petit peu plus de distance, parce qu'une fois qu'on s'arrête, c'est difficile d'y revenir. Mais c'est vrai que les sujets du travail, les sujets de l'emploi, le sujet du dialogue social, ce sont des sujets dans lesquels j'ai été plongé assez tôt, et qui me semblent tellement structurants pour notre avenir collectif que je ne m'en éloignerai jamais beaucoup. Alors, on va parler de données et on va parler d'emploi. J'aimerais qu'on commence par parler un peu de macroéconomie. Vous avez fait un doctorat en économie. Il y a une situation un peu paradoxale, me semble-t-il, en France en ce moment. Bon, les chefs d'entreprise sont inquiets. On aura tout à l'heure 3 chefs d'entreprise qui vous poseront des questions. Les chefs d'entreprise sont inquiets parce qu'il y a une instabilité politique, parce qu'il y a des initiatives sonnantes et trébuchantes qui arrivent du couple, du binôme Trump-Musk. On en reparlera tout à l'heure. Il y a une situation un peu paradoxale. Alors, les techniciens disent qu'il faut 2 trimestres de suite pour être en récession, mais on a un premier trimestre qui a reculé, moins 0,1% de croissance, et pourtant l'emploi continue apparemment de pas trop mal se porter. Est-ce que c'est un sas avant un tsunami qui va toucher l'emploi, ou alors comment expliquez-vous ce que j'appelle un paradoxe, une croissance qui flanche et un niveau d'emploi qui se porte encore correctement? Peut-être pour compléter le diagnostic, dire qu'on a un marché du travail qui continue de créer des emplois, qui génère un peu de baisse du chômage. Les derniers chiffres du chômage, Bureau international du travail, ont surpris un peu. Je dois le dire, m'ont surpris moi-même, puisqu'on a assisté à une petite baisse, une quasi-stagnation, mais une baisse du chômage BIT. Et puis on a aussi un marché du travail dans lequel les tensions de recrutement, les difficultés de recrutement des entreprises, moi je le constate dans la plupart des filières industrielles avec lesquelles je discute, restent vives. Et alors est-ce que c'est un paradoxe? Déjà, le fait que la conjoncture, que la croissance ralentisse, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Et la croissance ralentit pour un certain nombre de raisons. Une raison importante, c'est les difficultés de l'Allemagne. L'Allemagne qui est notre premier partenaire économique en Europe. Exactement, notre principal partenaire commercial. Et il ne faut jamais se réjouir de la situation. Qui, elle, est en récession, pour le coup. Qui, elle, est en récession, maintenant de manière assez durable. Et il ne faut pas se réjouir de ça, parce que nos chaînes de valeur avec l'économie allemande sont tellement densément interconnectées, articulées, que lorsque les entreprises allemandes qui ont des fournisseurs en France ont des difficultés, ça se traduit tout de suite par des pertes d'emplois, notamment dans les régions transfrontalières. Et on a beaucoup de dossiers d'entreprises en difficulté dans la région Grand Est, notamment. Et puis la réciproque est vraie. Lorsque en France ça va mal, l'Allemagne aussi a des difficultés. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis dire quand même que malgré cette conjoncture compliquée, on a des fondamentaux solides. On a des fondamentaux solides, et c'est aussi la raison pour laquelle l'emploi ne se dégrade pas de manière massive. Peut-être que la dégradation va intervenir avec retard dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça, j'ai pas de boule de cristal et je me hasarderai pas à faire trop de prévisions. Mais néanmoins, depuis maintenant un certain nombre d'années, les chiffres de l'emploi, les chiffres du marché du travail en France, ils surprennent la plupart des gens qui mettent en relation la conjoncture économique avec le marché du travail. Moi, je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont relativement solides. Il y a
aujourd'hui des réformes qui ont été faites. Je vais revenir sur les réformes notamment du marché du travail, mais il y a aussi des réformes en matière de fiscalité, en matière de stabilité des règles fiscales, ce qu'on a pu appeler la politique de l'offre, de baisse du coût du travail également, qui ont contribué d'abord à créer des emplois et ensuite à maintenir un certain nombre d'emplois. Alors l'emploi résiste, Marc Ferracci, mais on assiste, j'allais dire dans l'actualité de tous les jours, à des plans de licenciement massifs dans ce pays. On a été surpris, les observateurs journalistiques, par la prise de parole publique de grands patrons français. Je pense au patron de Michelin, je pense à Bernard Arnault, je pense au patron de Dassault Aviation, Trappier, qui ont dit en gros, ça ne peut plus continuer comme ça. Vous avez été surpris vous-même par ces prises de parole. Ces gens sont plutôt à la tête de groupes multinationaux et plutôt discrets. Là, il y a une espèce de concomitance de montée, de prise de parole qui a surpris les observateurs. Est-ce que le ministre de l'Industrie et de l'Énergie a été surpris? Je n'ai pas forcément été surpris parce que je discute avec beaucoup d'acteurs, à la fois sur le terrain, dans mon bureau à Bercy, des acteurs qui sont des représentants des petites entreprises, des ETI et puis des grands groupes. Et globalement, les messages sont assez convergents. D'abord, il y a une inquiétude générale par rapport à l'environnement international. On sait que la compétition que font à certaines filières, c'est en particulier les filières de l'automobile, les filières de la sidérurgie, les filières de la chimie, des concurrents comme la Chine est extrêmement vive. Et cette compétition, elle est en train de s'étendre à des secteurs beaucoup plus larges. Je pense en particulier à l'électronique, je pense à des secteurs qui aujourd'hui... à l'aéronautique. L'aéronautique. Avec cet A320 chinois qui va tailler des croupières à Boeing. Je pense que l'aéronautique n'est pas la filière qui est le plus en risque dans les prochaines années de subir trop de déboires. Mais il faut aussi effectivement continuer d'investir. Mais juste pour dire qu'il y a ce premier facteur et paramètre qui est que on est dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel et dans lequel la concurrence s'exerce de manière de plus en plus déloyale aussi. Parce que si on parle de concurrence, on parle des conditions de la concurrence. On sait que la Chine a une démarche maintenant assez systématique de subvention de ses industries, et en particulier des industries qu'on appelle les industries de la transition, les batteries, les véhicules électriques, celles qui nourrissent la transition écologique. Il y a quelques semaines, la Commission européenne et le Conseil européen ont validé une hausse des tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois parce que la Commission s'était rendu compte... 35% là où les États-Unis mettent 100%. J'y reviens, s'était rendu compte que l'ensemble de la chaîne de valeur était subventionné, de l'extraction du lithium pour les batteries jusqu'au fret maritime. Donc on a ce premier paramètre. Après, il y a un deuxième paramètre spécifiquement français qui est l'instabilité politique. Et ça, je pense que nul ne peut nier que ces derniers mois, eh bien, l'instabilité politique qui a commencé avec la dissolution, qui s'est très largement amplifiée avec la censure du gouvernement Barnier, qui nous a empêché d'avoir un budget, cette instabilité politique, elle a suspendu énormément les problèmes d'investissement. Et j'en termine pour répondre à votre sujet. Le dernier point qui a probablement été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la conjonction d'abord d'un budget très difficile qui a obligé le gouvernement à demander des efforts aux entreprises que vous évoquez. C'est des efforts notamment à travers une surtaxe d'impôt sur les sociétés qui est prévue pour durer 1 an mais qui pénalise les grands groupes. Ce sont des efforts parfois un peu plus sectoriels. Vous évoquiez des entreprises de l'aéronautique, c'est la taxe sur les billets d'avion. On sait que ces efforts, ils ont suscité des réactions. Et puis, tout ça s'ajoute à quelque chose à laquelle il nous faut nous attaquer maintenant de manière extrêmement volontaire, c'est la question de la complexité dans tous les domaines. La complexité qui résulte de normes européennes, la complexité qu'on s'inflige nous-mêmes, et sur ces sujets-là... Sur les transpositions de directives européennes, notamment, parce qu'on est les champions du monde, on est médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais juste une remarque, la taxation des super profits, on a une grande qualité en France, c'est quand on impose un impôt qui dure 1 an, en général, il dure plus longtemps. Donc, d'où l'inquiétude. Et puis, ce que vous disiez sur l'instabilité politique, je pense que vous les voyez défiler aussi dans votre bureau à Bercy, ces chefs d'entreprise étrangers qui veulent investir en France, qu'on parle de Choose France, qu'a lancé le président de la République avec succès ou autre chose, ils vous disent quoi? Ils vous disent, mais attendez, moi tant que je ne sais pas à quelle sauce je vais être dévoré, je vais différer mon investissement. Et des investissements différés, c'est des emplois en moins. Bien sûr, c'est des emplois en moins. D'abord, pour répondre au premier point, il y a certains chefs d'entreprise, certains employeurs qui ne croient pas à l'idée que la surtaxe d'IS puisse être seulement ponctuelle et ne durer qu'1 an. Moi, je le dis, je leur dis,
en tant que ministre de l'Industrie, et je pense qu'on est tout à fait aligné avec Éric Lombard, le ministre de l'Économie, sur ce sujet, il en va de notre crédibilité. Et je le dis de manière publique. Si cet engagement venait à être rompu, le coût serait bien supérieur à celui de. Mais vous pourriez en sur le tirer des budget. conséquences personnelles si votre parole était engagée. C'est-à-dire que c'est pas moi qui prends les décisions budgétaires. Mais en revanche, je vais, et j'ai déjà commencé à le faire mes meilleurs efforts pour que cet engagement soit ferme, maintenu et tenu l'année prochaine. Et puis ensuite sur les investissements étrangers. Effectivement, on a beaucoup d'entreprises étrangères dans des secteurs notamment innovants, c'est la santé beaucoup, c'est la haute technologie, qui se posent la question d'investir en France. D'abord, elles se posent la question d'investir en France parce qu'elles reconnaissent que la France a fait de gros progrès en termes d'attractivité ces dernières années. Et les difficultés du moment, je veux quand même le dire de manière très claire, elles n'effacent pas tous les progrès qui ont été faits en termes de coût du travail, en termes de stabilité fiscale. c'est ce que vous disent vos interlocuteurs. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'ils nous disent. Et ce qu'ils nous disent également, c'est que désormais, pour les investissements étrangers, il y a une concurrence qui s'exerce entre les pays. Et lorsque un gros acteur de l'industrie pharmaceutique, par exemple, vient me voir pour me parler d'un projet d'investissement qui comporte plusieurs centaines de millions d'euros, il me dit la plupart du temps, j'ai identifié un site en France, mais j'ai aussi identifié un site en Allemagne, un site aux Pays-Bas. Quelles conditions nous faites-vous pour que nous puissions nous installer? Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la France reste attractive et qu'il ne faut rien lâcher et surtout pas en rabattre sur le cap qui a été choisi ces dernières années. Bon, la baisse de l'impôt sur la production, il est renvoyé à plus tard, on l'a compris. Vous parliez d'IS, qui est l'un des impôts, l'impôt sur les sociétés supporté par une entreprise, mais il y en a d'autres. Mais quand vous voyez ce qui se passe en Europe, au Portugal, où on parle d'une IS à 13,5%, en Espagne, qui d'ailleurs budgétairement, l'Espagne et le Portugal se sont redressés de manière incroyable, voire de l'Italie, est-ce que les investisseurs qui viennent vous voir vous disent pas, mais monsieur le ministre, les conditions qu'on me fait en termes d'IS, je vais reprendre votre exemple, elles sont bien meilleures ailleurs qu'en France? Sauf que l'IS n'est pas le seul paramètre que prennent en compte les investisseurs. Il y a des pays qui ont fait le choix de baisser très fortement leur impôt sur les sociétés. Alors le Portugal aura du mal à faire 13,5 parce qu'on a institué une règle qui va s'appliquer à tous les pays de l'OCDE avec un impôt sur les sociétés minimal à 15%. Mais fondamentalement, il y a des pays qui font un choix différent. Sur l'IS, juste rappeler quand même que l'IS était à 33%, on est à 25. Il a diminué à 25%. Oui. Mais il va remonter, l'IS va remonter. Là. Non, mais il va remonter du fait de la surtaxe qui va durer 1 an. Ouais. Mais sinon, le taux va rester à 25%. C'est ça qu'il faut quand même avoir en tête. Ensuite, qu'est-ce qui détermine qu'on s'installe dans un pays, qu'on s'installe au Portugal, qu'on s'installe en France? Il y a beaucoup d'autres aspects qui font que les investissements viennent chez nous. Vous le disiez tout à l'heure, le président de la République, peut-être que c'était avant, au moment où on se parlait, a annoncé ces derniers jours des investissements étrangers autour de l'intelligence artificielle à hauteur de 110 milliards d'euros en France. Pourquoi? Parce que la France a des atouts intrinsèques, qui tiennent à la disponibilité du foncier, à une énergie peu chère et décarbonée, à une connectivité extrêmement forte. On le sait pas assez, mais la France, et je suis aussi ministre des infrastructures télécom, la France, grâce au plan France Très Haut Débit, a un niveau de couverture de la fibre partout sur son territoire qui est supérieur à celui de tous les autres pays européens. Tout ça, ce sont les facteurs de l'investissement. Et moi, ce que je dis en tant que ministre de l'Industrie, ministre de l'Énergie, c'est que, il faut que les efforts financiers et fiscaux qu'on demande aux entreprises soient stables et qu'on reprenne le cap. Et vous parliez des impôts de production, la CVAE dont une baisse a déjà eu lieu à partir de 2021. Et c'est le premier gouvernement qui a attaqué ce sujet des impôts de production de manière volontaire et dont une autre baisse était prévue mais a été suspendue. Cette CVAE, moi je le dis, je fais et je ferai mes meilleurs efforts également en tant que ministre pour obtenir des arbitrages afin qu'elle reprenne le plus tôt possible. Donc on verra si vous les gagnez auprès de Matignon. Ne pas changer le cap et capitaliser sur des atouts qui sont réels. Monsieur le ministre, vous avez raison, il faut parler du sommet de l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris il y a 3 jours, avec 61 pays, bon, même si l'Angleterre et les États-Unis ont fait un pas de côté en disant nous on ne mange pas de ce pain-là.
Les investissements dont a parlé le président de la République, 109, 110 milliards d'euros, versus d'ailleurs ce qu'avait annoncé Donald Trump lors d'une conférence un soir, 500 milliards, avec derrière lui le patron d'Oracle, de SoftBank et d'OpenAI, ChatGPT. C'est essentiellement pour financer des data centers. Or, en France, bon, avec toutes les raisons que vous évoquiez, qui sont justes. Mais le data center, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors vous dites, nous, on a un avantage comparatif. Ricardo, économiste, puisque vous avez fait un doctorat d'économie, on a un avantage comparatif incroyable, c'est qu'on a une énergie bas carbone. C'est l'énergie nucléaire. Mais pardonnez-moi, je voulais vous poser cette question depuis longtemps et je vais vous la poser ce soir. Le président de la République, au début, il ne croyait plus du tout à l'énergie nucléaire. Il avait même demandé, après la fermeture de Fessenheim qui avait été actée par François Hollande, il avait demandé la fermeture d'autres réacteurs. Et puis il y a eu le discours de Belfort. Le discours de Belfort où le président de la République dit, en fait, il dit pas je me suis trompé, parce que le président de la République ne dit jamais qu'il s'est trompé, mais en fait, il relance l'énergie nucléaire. Comment est-ce que le ministre de l'Industrie et de l'Énergie a vécu ce changement de pied? Ça ne vous a pas échappé, je n'étais pas ministre de l'Industrie et de Non, l'énergie à ce moment-là. mais vous deviez avoir un avis avant quand vous étiez député. Très sincèrement, c'est une question à poser au président de la République et les environnements changent. Alors on va l'inviter au club hémicycle. Invitez-le, il viendra avec plaisir. Non, mais très sincèrement, aujourd'hui, vous l'avez dit, on a une boussole, elle est très claire, elle ne change pas, c'est le discours de Belfort. Ce discours, il dit une chose assez simple, on a besoin d'un mix énergétique qui soit équilibré. On a besoin de construire des réacteurs nucléaires et je m'y emploie, j'étais d'ailleurs, avant de vous rejoindre, dans une réunion à Bercy sur les questions de financement de ce programme du nouveau nucléaire français, les nouveaux réacteurs, SMR. avec les ECTI. Il y a d'abord les EPR et puis il y a aussi des programmes de financement qui sont plutôt sur le volet recherche, sur les EPR, il faudra attendre moins de 20 ans. Sur les petits réacteurs modulables et sur un certain nombre d'autres options technologiques. Mais en tout cas, les choses avancent sur ce sujet. Puis le deuxième aspect de cette stratégie issue du discours de Belfort, c'est d'investir dans les renouvelables. Les deux sont absolument nécessaires. Pourquoi sont absolument nécessaires? Parce que même si on repousse la durée de vie, comme on a prévu de le faire dans notre parc nucléaire existant, même si on construit de nouveaux réacteurs, effectivement, ce sera dans plusieurs années et dans même plusieurs décennies. Et donc, dans l'intervalle, les énergies renouvelables sont un très bon relais. Et ce que l'on constate, c'est que leur efficacité, le prix de production du mégawatt issu de l'éolien, issu du photovoltaïque, a tendance à baisser. Et donc, aujourd'hui, on a un mix énergétique qui doit nous permettre d'assumer une transition dans les années prochaines vers le nucléaire. Mais je reviens sur les data centers, puisque vous me dites ça coûte beaucoup d'électricité, ça consomme beaucoup d'électricité. Peut-être même plus que l'Internet actuel. Mais je vous le confirme. Aujourd'hui, les data centers qui hébergent sur leurs serveurs des sites Internet classiques consomment beaucoup moins d'énergie que ne vont en consommer ceux qui vont faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une consommation d'électricité multipliée par 6 ou 7 par rapport aux data centers classiques. Donc, très clairement, on a ce sujet de la consommation d'électricité des data centers. Aujourd'hui, nous sommes assez à l'aise pour faire venir des investissements parce que nous sommes surcapacitaires en termes de production d'électricité. Nous avons d'ailleurs, cette année, en 2024, exporté beaucoup d'électricité partout en Europe. Et donc, moi, ce que je dis, c'est quelque chose d'assez simple. Plutôt que d'exporter de l'électricité, c'est bien, ça fait faire des bénéfices à EDF et à notre balance commerciale, eh bien, exportons de la data, exportons l'intelligence artificielle, c'est-à-dire mettons des data centers sur notre sol pour créer quelques emplois déjà, et c'est un élément important, pour générer une forme de souveraineté, parce que quand vous discutez avec des entreprises qui se posent la question de l'adoption de l'IA dans leur processus de production, et en particulier de l'adoption de l'IA en faisant tourner les algorithmes sur leurs propres données. Vous savez que les gains de productivité que promet l'IA, ils sont d'autant plus importants que les entreprises appliqueront des algorithmes à leurs données internes. Ce n'est pas forcément ChatGPT qui va générer, c'est-à-dire des données qu'on va chercher sur le web qui vont générer les vrais gains. Et je termine. Qu'est-ce que vous avez téléchargé, vous Vous avez téléchargé le chat de Mistral, dont le président de la République a parlé. Mais je l'ai vu. Mais je termine quand même sur le sujet des data centers. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de data centers sur notre sol? Parce que ça donne de la sécurité aux entreprises. Ça donne de la sécurité sur la manière dont sont traitées, conservées, stockées leurs données. Et cette sécurité va faire qu'elles vont accepter de prendre le versant de l'IA si on les y accompagne. Et ça, c'est un élément fondamental parce que si on les laisse dans une forme
d'incertitude concernant les infrastructures qui vont héberger leurs données, eh bien elles n'iront pas et on passera à côté d'une énorme opportunité en termes de gains de productivité pour l'économie française. Donc on a besoin de data center, on a de l'électricité qui est disponible sur notre territoire, il faut y aller maintenant. Le mix énergétique, c'est un grand sujet. Là aussi, les pourcentages ont varié de François Hollande à Emmanuel Macron. Alors vous dites photovoltaïque, éolienne, bon, très bien. Bon, tout ça est importé en plus, hein, le matériel est importé de non, Chine. c'est faux, je serai lundi au Havre ah non, mais que vous ayez, pour visiter une usine de Siemens qui inaugure une nouvelle ligne de production qui produit des éoliennes qui vont aller en mer. Ah très bien, offshore, on a longtemps importé nos éoliennes. Mais c'est un élément très important. Mais attendez, je voulais vous donner un cas précis. Je me souviens avoir discuté avec un patron d'un grand réseau autoroutier français qui me disait, nous en fait on a plein de friches le long des autoroutes, prenez la 10, on a plein de friches entre les stations-service, alors tiens, puisque ces friches nous appartiennent, on va mettre des panneaux photovoltaïques. Ce qui permettra d'ailleurs de faire des prises électriques pour les gens qui empruntent cette autoroute. Et alors il me disait, le problème, et vous l'avez abordé, et j'aimerais vous entendre là-dessus, le problème c'est les normes, le problème sont les recours, le problème c'est la réglementation. Et il me disait, bon, là on était sur le point de déployer des photovoltaïques le long de cette autoroute, mais on s'est heurté à l'ONG machin qui défendait la nidification de la mésange à pattes rouges et à ailes bleues, enfin je dis n'importe quoi, et donc tout a été bloqué. On n'a pas pu continuer à développer. Est-ce que les normes, est-ce que parfois le recours d'ONG qui défendent la question de l'environnement dont s'occupe votre collègue Agnès Pannier-Runacher, sont pas quand même, par rapport à d'autres pays, des freins considérables au développement de l'industrie, au développement de l'emploi? Ça peut arriver, mais on a déjà commencé à s'attaquer au problème. Et je vous donne deux exemples. Sous le gouvernement de Michel Barnier, on a fait des annonces sur l'industrie, notamment sur comment est-ce qu'on facilite, en la simplifiant, l'installation, l'implantation de sites industriels. On a dit deux choses qu'on est en train de mettre à exécution en ce moment. D'abord, on va exempter les projets industriels du ZAN. Vous savez, ce zéro artificialisation nette qui limite, pour de bonnes raisons, l'artificialisation des sols. Mais qui limite quand même. Qui limite. Mais les projets industriels, et j'en discute en ce moment avec François Rebsamen qui s'occupe de ce sujet sur le ZAN, eh bien, seront exemptés du ZAN. C'est-à-dire que plus aucune contrainte liée à la maîtrise du foncier ne s'opposera à l'installation, à l'extension d'un site industriel. Ça va être fait. On a également, c'est Michel Barnier qui était d'ailleurs le créateur de la CNDP qui l'a annoncé, exempter les projets industriels des débats et des consultations qui ont lieu dans le cadre de la Commission nationale du débat public. Tout ça dans le souci d'accélérer les procédures et parce qu'il existe aussi d'autres espaces de concertation. Donc cette idée de raccourcir les délais, cette idée de lever les contraintes, nous la mettons en œuvre, mais ça ne suffit pas. Il faut être très très clair, ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines semaines, nous allons nous pencher de nouveau sur un projet de loi de simplification de la vie économique, dans lequel nous allons insérer un certain nombre de mesures de simplification qui vont directement concerner l'industrie. Je vous donne aussi un exemple. Pour installer un site industriel, ce qui aujourd'hui peut prendre beaucoup de temps, c'est le raccordement électrique. Vous savez que le raccordement électrique, on parlait des data centers, c'est un élément absolument essentiel. Là aussi, il y a des mesures de simplification, parfois de niveau législatif, parfois de niveau réglementaire, qu'on va introduire et qui vont permettre d'aller plus vite. Maintenant, il ne faut pas renoncer à un certain nombre d'objectifs. Et moi, je ne vais pas me mettre à front renversé par rapport à l'objectif de défense de l'environnement, mais il faut trouver des souplesses. Et moi, je le dis souvent, je considère que mon ministère de l'Industrie, de l'Énergie, mais de l'Industrie quand j'étais seulement sur l'industrie, est un ministère de combat. Il faut lever tous les freins, la simplification en est un. La question de la compétitivité, vous parlez des coûts de l'énergie, en est un. J'ajouterai le coût du travail. Le coût du travail est aussi un élément qui revient dans le dialogue qu'on a avec les industriels et avec les entreprises en général. Et là, je me permets de mettre dans le débat une proposition dont on ne pourra pas faire l'économie dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense qu'on a besoin de réfléchir collectivement à un financement de notre protection sociale qui passe par d'autres assiettes que le travail. Aujourd'hui, on finance. C'est-à-dire Eh ben, il y a plein d'options sur la table. Certaines font l'objet de propositions de la part de certains acteurs. Le patron du MEDEF propose la TVA. Des économistes proposent de financer la protection sociale en taxant le foncier. D'autres vont proposer la CSG pour répartir l'effort de manière plus élevée. Là, on parle de quoi ? Du train de vie de l'État. On parle de quoi ? Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a élaboré et mis en œuvre
3 réformes Oui, de mais je sais l'assurance bien. chômage. 3 réformes de Oui. l'assurance chômage qui ont généré beaucoup d'économies et qui ont surtout renforcé l'incitation à retrouver un emploi. Donc, je suis très à Vous vous l'aise sentez sur la exempt des question. reproches? Non, non, pas exempt. On peut toujours être plus efficace dans l'utilisation de l'argent public et créer les bonnes incitations. Mais fondamentalement, j'ai toujours été soucieux de ce sujet-là et je crois l'avoir montré dans mon parcours professionnel. Donc, mais néanmoins, il faut aller plus loin. Et les dépenses sociales sont un élément important, tout comme les dépenses des collectivités locales sont un élément important. Aujourd'hui, on a un budget qui demande beaucoup d'efforts à l'État, et j'en ai été témoin puisque j'ai défendu en tant que ministre des baisses sur le budget de l'énergie, sur le chèque énergie, sur des choses qui parfois sont difficiles à assumer. Parce que, vous savez, ma prime rénov, le chèque énergie, vous savez, c'est un dispositif qui fonctionne assez bien, qui touche les ménages les plus modestes, qu'on a diminué avec l'espoir que ça n'aura que peu d'impact parce que les choses vont bouger dans les prochains mois, mais ce sont des efforts importants qu'on fait. Donc le travail de simplification, il a commencé. Les efforts qu'on demande sont destinés à nous remettre sur une trajectoire pour nos finances publiques raisonnable, 3% de déficit en 2029. Ce que je dis, c'est que le cap ne doit pas changer. En revanche, on doit accélérer sur la simplification au niveau français et au niveau européen aussi. La simplification, Marc Ferracci, l'hémicycle mercredi était au Parlement européen à Strasbourg, où on a débattu avec des députés européens de l'industrialisation, des délocalisations. Et l'un des députés européens me disait, mais pourquoi est-ce que les Français mettent un point d'honneur à surtransposer des directives avant tous les autres pays, ce qui, l'air de rien, leur met des boulets aux pieds, notamment dans le secteur qui est le vôtre. Comment est-ce que, expliquez-vous, qu'on est les champions de la surtransposition? Alors parfois on ne nous demande rien. Alors, quel est le but? je vais essayer d'apporter une explication. Et avec un exemple, parce que je pense que l'exemple que vous évoquez, c'est une directive que la plupart des gens présents dans cette salle connaissent bien, qui s'appelle la directive CSRD, qui est une directive sur le reporting environnemental pour les entreprises. Effectivement, c'est une directive qu'on a transposée les premiers à la fin de l'année 2023. Pendant un certain temps, on était les premiers et même les seuls à l'avoir transposée. À l'échéance du délai de transposition, c'est-à-dire à l'été dernier, il y avait encore 17 pays qui n'avaient pas transposé, dont l'Allemagne. Dont l'Allemagne a dit d'ailleurs qu'elle ne souhaitait pas faire cette transposition. Bon. Et puis, il y a le délai, on est allé plus vite, et donc on impose les contraintes par avance aux entreprises. Et puis, on a également cette tendance à la surtransposition. Pourquoi est-ce qu'on surtranspose? Ce n'est pas une question très simple. C'est beaucoup, quand on est à l'intérieur de l'État, l'effet d'une sorte de bonne volonté de la part de certaines administrations, de bonne foi, on va dire. Pas forcément de bonne volonté, mais de bonne foi, qui pensent que aller un peu plus loin que la directive, eh bien, au fond, c'est participer à l'intérêt général. Depuis un certain temps, et j'étais encore cet après-midi à discuter, absolument pas. Je considère que la surtransposition doit être éviter à tout prix, qu'on ne doit pas trop en faire. Les directives européennes font déjà l'objet de débats passionnés au Parlement européen qui aboutissent souvent à alourdir un petit peu les textes en termes de contraintes. Donc il ne s'agit pas d'en rajouter plus, nous, à notre échelle. Et donc je pense que, il faut éviter les surtranspositions, mais il faut aller plus loin. Et là, je vous parle de ce qui va se passer dans les prochaines semaines en matière de politique industrielle en Europe. On a des échéances très importantes à la fin du mois de février. La Commission va présenter son plan pour une politique industrielle propre, c'est le Clean Industrial Act. Et elle va également présenter son plan de simplification de l'ensemble des réglementations européennes. On appelle ça l'omnibus. Exactement. Oui. Stéphane Séjourné, le commissaire français, est chargé de la mise en œuvre de ce plan. Au portefeuille élargi. Plus que Thierry Breton, il doit avoir des compétences supérieures. Ce que nous demandons, et ce que je porte comme position en tant que ministre français à Bruxelles, c'est une très forte ambition sur ces deux volets. Sur la simplification Sur la simplification, mais aussi sur la politique industrielle. Okay. Sur la politique industrielle, de quoi on a besoin? On a besoin, d'une part, d'avoir une politique moins naïve en articulant la politique industrielle à la politique commerciale. Donald Trump augmente les tarifs, il faut être en capacité de riposter fortement. Quand les constructeurs chinois bénéficient de subventions et de dumping, il faut être beaucoup plus réactif et beaucoup plus fort. Il faut également faire en sorte que la taxation carbone aux frontières, qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2026, pénalise véritablement ceux qui ne font pas les efforts de décarbonation de leur production que font nos industriels. Donc il faut protéger. Il faut être aujourd'hui, pour reprendre le terme du président de la République... L'Europe n'est pas assez protectrice aujourd'hui. Alors, elle est trop naïve. Elle est trop naïve parce qu'être protecteur, moi, ça n'est pas un but pour moi. Mais en revanche, quand d'autres
joue sans les règles, de manière déloyale, et de manière non réciproque, eh bien évidemment, il ne faut pas tendre la joue gauche. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a besoin d'avoir une politique industrielle qui continue d'investir dans l'innovation, qui continue d'investir dans le numérique, qui continue d'investir dans la décarbonation, dès lors que ça crée des emplois dans nos territoires. J'ai deux questions à vous poser. L'une qui concerne les grands groupes en capacité de se délocaliser et une qui concerne les PME et les TPE qui créent l'essentiel de l'emploi dans ce pays. La première, c'est quand vous voyez la mise en place, même si on dit que Trump n'est pas un super fan de l'Inflation Reduction Act, le paquet de subventions mis en place par Biden, on constate, vous le constatez peut-être, que des grands groupes se délocalisent, ou au Mexique ou aux États-Unis, pour deux raisons. Les subventions massives américaines, ils sont libéraux dans le discours, les Américains, mais ils sont ultra protectionnistes pour eux-mêmes. Et puis le gaz de schiste, qui est une énergie absolument 4 fois moins chère que ce qu'on produit en Europe. Donc, ces délocalisations, est-ce qu'elles vous inquiètent? Puis, deuxième question sur les PME et les TPE. On parle d'une facturation, d'un coût de facturation pour ces entreprises. Il va y avoir une plateforme publique qui devait être mise en place et qui permettrait aux PME et aux TPE de facturer leurs contrats à l'aller et au retour de manière gratuite. Et puis ça ne marche pas, donc elles passeront par des plateformes privées. Et là, il va y avoir un coût sur chaque facture de PME ou de TPE. Je vous ai vu froncer des sourcils. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si cette situation est encore valable. Mais voilà ce que j'entends, voilà ce qu'on entend quand on discute avec des gens à l'hémicycle qui sont des patrons de PME ou de TPE. Bon, commencez par les grands groupes, si vous voulez. Ça vous donnera, vous pourrez réfléchir un peu plus sur la deuxième question. Sur la question des PME, TPE, je vais pas réagir parce que d'abord, c'est un champ plus large que celui que j'ai. Oui, mais surtout, c'est aussi de l'entreprise, c'est de l'industrie aussi. Surtout, c'est pas ce qui me remonte, moi, de la part des PME, TPE, cette histoire de plateforme, cette affaire de plateforme. Ce qui me remonte, c'est les sujets que j'évoquais tout à l'heure, la question du coût du travail, la question de la simplification des normes, la question de tout ça. Donc ça, c'est pas un sujet pour les s'agissant des grands groupes, PME. bien sûr qu'on est préoccupé. Bien sûr qu'on est préoccupé parce qu'il y a dès aujourd'hui des groupes qui annoncent des décisions d'investissement aux États-Unis. Vous avez vu que Volkswagen va produire sa Golf légendaire au Mexique, par exemple. Oui, il y a Arcelor qui a fait des annonces sur les fermer implantations. Tous ces sites, ou enfin il dit ArcelorMittal que ces sites ne sont plus rentables. Non, mais il faut pas colporter de fausses nouvelles ou de fausses rumeurs. Vous allez rectifier. Arcelor n'explique pas qu'ils vont fermer tous leurs sites en France ou en Europe et on travaille très fort avec eux pour que ça ne soit pas le cas, pour qu'au contraire les investissements continuent. Mais puisque vous m'avez posé la question des délocalisations, j'y réponds. Oui, bien sûr que la stratégie de Donald Trump, et c'était d'ailleurs un peu la stratégie de Joe Biden, c'est de se construire des avantages comparatifs. De se construire des avantages comparatifs par la subvention, en outrepassant d'ailleurs les règles de l'Organisation mondiale du commerce, parce que l'Inflation Reduction Act foule au pied un certain nombre de principes. La Chine porte plainte contre les États-Unis à l'OMC. Exactement, foule au pied un certain nombre de principes du droit commercial international qui sont censés établir de l'équité dans les relations commerciales. Donc, moi, ce que je dis, c'est deux choses. D'abord, il faut se défendre. Et quand des entreprises sont trop subventionnées, quand des entreprises ou des secteurs entiers sont trop subventionnés, il faut appliquer les mesures de riposte commerciale adéquates. Et puis, il faut aussi nous-mêmes nous inspirer pour aller à la frontière de ce qu'il est possible de faire. Je vous donne un exemple. Nous militons, et ça a été repris par la Commission européenne, pour flécher la commande publique et les aides publiques vers ce qui est produit en Europe et particulièrement ce qui est produit en France, en introduisant des critères qui mécaniquement vont nous amener à privilégier nos producteurs. Ça, c'est des choses que font la plupart des pays du monde ou la plupart des blocs géographiques du monde. C'est des choses que le droit européen doit faire de manière beaucoup plus volontaire. Il faut s'inspirer, pour le dire autrement, de l'IRA et ainsi de suite. Mais quand même un élément. On a besoin aujourd'hui, et j'y reviens, de soutenir nos industries, et en particulier les filières en difficulté. Je parlais de l'acier et de la sidérurgie. Moi, quand je discute avec la sidérurgie, ils me disent, écoutez, on a du mal à envisager des investissements pour deux raisons. D'abord parce qu'on a besoin d'une électricité moins chère, notamment pour se décarboner. Et ça, c'est ce que nous essayons de régler comme problème en faisant atterrir une négociation difficile entre le EDF et les industriels. Et puis, on a aussi besoin d'une protection vis-à-vis de l'acier chinois. Aujourd'hui, il y a trop d'acier chinois qui rentre en Europe. On a ce qu'on appelle une clause de sauvegarde, mais elle est devenue beaucoup trop légère, beaucoup trop peu mordante. Et donc, parmi les mesures que nous demandons dans les prochaines semaines à la Commission européenne, et moi j'ai embarqué un certain nombre de mes homologues, en particulier italiens, polonais, allemands, sur l'idée de
prolonger, de renforcer cette clause de sauvegarde, ce sont des mesures de protection immédiate. Parce que c'est facile d'être surcapacitaire en termes de production d'acier, et c'est le cas aussi pour des secteurs comme la chimie, lorsque vous êtes extrêmement subventionné. Et donc nous avons aujourd'hui l'opportunité en Européens de changer de logiciel et d'arrêter d'être, pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron, des herbivores au pays des carnivores. Aujourd'hui, c'est ça, l'Europe. Il faut que demain, ça change. Alors, je voudrais vous interroger pour terminer sur deux choses. On va parler d'emploi, parce que c'est un sujet sur lequel vous vous battez beaucoup. Et puis, je voudrais vous faire réagir sur quelque chose qui est passé finalement sous les radars. C'est cette petite entreprise du Pas-de-Calais qui faisait du Made in France et qui remportait chaque année des appels d'offres concernant les uniformes de l'armée française. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que quand on parle de souveraineté nationale en matière d'industrie, cette entreprise a été sortie de l'appel d'offres et une partie des uniformes de l'armée française vont être assemblés, créés à Madagascar. À Madagascar. Bon, j'ai vu vos déclarations. Vous battez pour la souveraineté, pour le Made in France, et il y a des gens dans cette salle qui vous en parleront aussi tout à l'heure. C'est un symbole incroyable quand même. C'est-à-dire que une partie des uniformes de l'armée française vont être fabriqués à Madagascar. Alors, tant mieux pour les Malgaches qui vont travailler et avoir un pouvoir d'achat. Une partie seulement, parce qu'une partie restera produite par un autre fournisseur en France. Il faut quand même avoir ça en tête. Bon, je pourrais botter en touche en disant... J'ai dit une partie, j'ai pas dit tout. Oui, vous avez raison. Tout ce qui touche à l'armée n'est pas du ressort du domaine de l'industrie, mais du ressort du ministère des Armées. Mais je ne botterai pas en touche comme ça, vous avez raison. Ça arrive que la commande publique, effectivement, fasse de mauvais choix. Et moi, je pense que ce qui nous incombe dans les prochaines semaines, je ne parle pas en mois, je parle en semaines, c'est justement d'adopter une doctrine en matière de commande publique qui soit très clairement orientée vers les fournisseurs français. Alors, les administrations publiques et les agences publiques vous diront oui, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un écart de prix extrêmement important entre un fournisseur malgache, s'il est malgache, et un fournisseur français? Et c'est un argument qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. Pourquoi? Parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut réduire les dépenses publiques et être plus parcimonieux. Et donc, il faut que l'entreprise soit compétitive. Bon. Et donc, moi j'en appelle à des principes assez simples. Les principes, c'est d'évaluer les conséquences des choix publics. Lorsque, effectivement, il y a des conséquences qui sont trop délétères en termes de destruction d'emplois, en termes de sites qui ferment avec des impacts sur les territoires, il faut se poser la question et il faut revenir sur certains critères qui sont parfois trop unilatéraux, c'est-à-dire on va chercher le moins-disant en termes de prix. Donc ça, il faut une doctrine qui évolue et moi j'essaye à mon niveau de le faire en discutant avec les grandes centrales d'achat de l'administration pour leur dire que leur doctrine doit évoluer en termes d'achat public, en discutant même avec les entreprises qui sont, dans lesquelles l'État est présent au capital, les entreprises du portefeuille APE, pour orienter leurs achats effectivement vers le Made in France. Donc nous avons des progrès à faire, c'est ça la conclusion de mon propos, mais on va bouger sur ce sujet dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors j'aimerais qu'on termine par l'emploi. Gilbert Azoulay, qui est le rédacteur en chef des cahiers de l'hémicycle, me faisait, qui s'occupe beaucoup de formation. L'excellent Gilbert Azoulay. L'excellent Gilbert Azoulay me faisait remarquer une chose, c'est vrai, il m'a dit surtout n'oublie pas de poser des questions. Il y a moins de subventions, moins d'aides pour l'apprentissage. Or, on a vu, bon alors ça aussi sont des économies, certains diront de bout de chandelle. Est-ce que pour vous, le fait que les entreprises soient moins subventionnées pour attirer, pour embaucher des apprentis, ça peut pas avoir rapidement un impact négatif sur le niveau du chômage? Alors, d'abord, on dépense près de 20 milliards d'euros par an en France pour l'apprentissage. Donc, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Mais on les réduit de combien ces aides alors ? Les aides dont on parle, c'est une partie des aides pour l'apprentissage que sont les aides à l'embauche des apprentis. Après, vous avez des aides sous forme d'exonération de charges sociales et ainsi de suite. Là, on parle des aides à l'embauche qui, elles, représentent à peu près 5 milliards d'euros, représentaient à peu près 5 milliards d'euros en 2024. Donc, ce n'est pas des économies de bout de chandelle. C'est des masses financières extrêmement importantes. Ces aides, je les connais bien, je vais vous dire. On ne sacrifie pas l'avenir de notre jeunesse ? Pardonnez-moi. Ces aides, je les connais bien, je vais vous dire, parce que c'est... Je suis désolé d'être immodeste en disant ça, mais c'est un petit peu moi qui les ai mises en place en mars 2020, au moment de la crise Covid, quand j'étais au cabinet de Muriel Pénicaud, où nous avons créé ces aides qui n'avaient vocation à être que provisoires pour éviter que le système d'apprentissage ne s'effondre durant la crise du Covid.
C'est de ça dont on parle avec ces aides à l'embauche. Ces aides, à l'époque, c'était 8 000 euros pour un apprenti majeur, 5 000 euros pour un apprenti mineur, c'est devenu 6 000 euros pour tout le monde la première année. Bon, il faut bien voir que ces aides, elles avaient vocation à être provisoires. Il faut bien voir que la réforme de l'apprentissage qui préexistait à ces aides avait déjà produit des résultats et avait augmenté le nombre d'apprentis. Oui, oui. Les aides ont évidemment accéléré le processus. Elles ont eu un effet. Mais il y a deux sujets qui sont problématiques. D'abord, on doit pouvoir faire vivre un système d'apprentissage sans les aides. Moi, quand je me rends en Suisse, pays dont j'ai été élu des Français qui y sont établis, je constate qu'il y a beaucoup d'apprentis, mais que les financements reposent assez peu sur les fonds publics. Donc on peut avoir un système d'apprentissage vertueux, très attractif, très sélectif, qui ne repose pas sur des aides d'un tel niveau. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ces aides, elles ont principalement bénéficié à des établissements d'enseignement supérieur ou à des entreprises qui embauchaient des apprentis de l'enseignement supérieur. Et moi, je veux le dire, parce que j'ai travaillé sur ce sujet, parce que j'ai aussi été, en tant qu'universitaire, responsable de formation et de master. Et j'ai ouvert des masters à l'apprentissage. Donc je crois à l'apprentissage dans le supérieur, mais je puis vous dire que l'impact d'un apprentissage dans le supérieur, prenez vos responsabilités. Il est beaucoup moins important qu'au niveau CAP. Entreprises, prenez vos responsabilités. Je dis que quand on a peu d'argent public à dépenser, et c'est le cas en ce moment, il vaut mieux cibler les bas niveaux de qualification que les hauts niveaux de qualification, parce que c'est beaucoup plus efficace pour les jeunes et donc pour la collectivité. Marc Ferracci, on va passer à la deuxième partie de ce Club L'Hémicycle. Je vais demander à Cathy Pianon, qui est la directrice générale adjointe du groupe SEB, de venir me rejoindre. À Rami Béquier, le patron de Morrison, qui est le 4e distributeur alimentaire, groupe de distribution au Royaume-Uni. Et à Jérôme Garbi, qui est le vice-président exécutif et le DG Europe, Moyen-Orient, Afrique. Je ne me suis pas trompé. J'ai tout dit, de venir nous rejoindre et de participer à ce débat. Alors, d'abord, je ne sais pas, j'ai posé un certain nombre de questions, le ministre a réagi. On parlait par exemple, Cathy Pianon, de réglementation, aussi du poids des ONG. Alors je sais que vous avez un sujet majeur en ce moment, majeur, qui vous vaut même les honneurs de grandes émissions du service public, qui est la question des fameux PFAS. Hein, bon. Et j'ai vu que, alors, il y a une loi, moi que j'appelle Génération Future, je sais pas du nom de cette ONG, je sais pas si, qui arrive le 20, je crois, à l'Assemblée nationale. Alors moi, je ne suis pas un expert, je ne sais pas si c'est polluants éternels, sont, ne sont pas, mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu une partie du texte qui va être discutée, et il m'a semblé, parce que je l'avais reçu par erreur, que c'était un peu le texte de cette ONG, précisément. Donc, est-ce que vous trouvez que tout ça est injuste? Est-ce que d'ailleurs c'est le ministre de l'Industrie ou de la Transition écologique, Monsieur Ferracci, qui va être ce sera ma collègue Agnès Pannier-Runacher. Voilà, je pense que c'est un des sujets par lesquels on peut commencer, puisqu'on parlait de réglementation et que je parlais des ONG, dont j'ai vu la puissance au Parlement européen. Vous avez vu que la Commission est dans un sac de nœuds pas possible sur le financement d'ONG, sur le pacte vert. Enfin, c'est un peu compliqué. Cathy Pianon. Alors, effectivement, on a... Vous avez ce sujet-là. On a ce sujet-là, entre autres, mais j'avais d'autres questions, d'ailleurs, qu'on peut relier directement. C'est vrai que pour répondre à la question des ONG, si vous allez sur le site de Génération Future, ils se vantent en un mois d'avoir fait envoyer aux députés et aux décisionnaires 130 000 mails. Et d'ailleurs, ils ont appelé joliment ça « chèque ton député ». Bon, ce qui est certes quelque chose qui est un peu particulier. Sur le sujet des polluants éternels, qui certes est extrêmement important, on a cette PPL qui a suscité beaucoup de débats. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe, de l'OMC. Moi, j'ai deux questions. Et vous parliez d'herbivores au pays des carnivores. Comment, quand on impose à un pays comme la France, et peut-être après au niveau européen, mais ça, l'avenir nous le dira, une réglementation sur les PFAS notamment, comment on garantit aux frontières de l'Europe ou de la France que le texte et les règles du jeu qu'on a imposées à des industriels qui produisent en France ou en Europe. Vous avez 17 sites en France. Alors on a 17 sites industriels, on est des fervents, donc un groupe français familial, assez ancien, plus de 165 ans. 17 sites, on en a racheté dans les 5 dernières années quasiment 7, 3 entreprises du patrimoine vivant, donc on veut foncièrement croire encore au Made in France. Donc Crampouze, les célèbres les grandes crêpières bretonnes. De Buyer, elles ne sont pas corses, elles sont bretonnes, hein, Monsieur le ministre. Effectivement. Les crêpières, j'aurais pu le deviner.
On a des marques effectivement comme Debuyer, dont certaines Sabatier qui ont plus de 500 ans, donc on est vraiment normalement ancré en France et là pour longtemps. Mais on a des vraies questions. Mais je pense qu'on n'est pas les Comment seuls. on s'assure que les produits qui rentrent, finalement, je sais pas, des poêles, des trucs, des pas casseroles. Forcément l'appareil de petit électroménager, on le voit oui. pour les jouets, on le voit pour les vêtements. Je pense que dans la salle, il y a d'autres gens qui sont aussi concernés. On impose des règles du jeu qui peuvent être particulièrement, on va dire, strictes. Pourquoi pas? D'autres pays ne les respectent pas forcément, mais comment on garantit que finalement on joue, et vous en parliez, vous parliez de l'OMC, de la Chine et des États-Unis, mais à l'échelle européenne, si tous les acteurs ou les acteurs français s'astreignent à une règle, qu'elle soit sur les PFAS ou d'autres, comment on fait respecter alors, il faut évidemment intégrer ça dans les relations commerciales et dans les traités commerciaux quand il y en a. Ça s'appelle des clauses miroirs. Ça veut dire que quand on impose des contraintes sanitaires, des contraintes environnementales, des contraintes de toute nature à nos producteurs, il faut d'une part que dans les traités, ces contraintes soient imposées aux importateurs, aux exportateurs qui exportent chez nous. Et puis, il ne faut pas simplement écrire ces clauses miroirs. Il faut se doter de capacités de contrôle. Alors, les capacités de contrôle, ça peut être des contrôles aux frontières, ça peut être regarder comment sont fabriqués avec des analyses échantillonnées tel ou tel produit qui provient de Chine ou qui provient d'ailleurs. Ça peut parfois être des contrôles sur place et sur pièce, sur d'autres aspects, c'est-à-dire contrôler la manière dont sont produites certains produits qui vont parfois avoir une empreinte environnementale importante et il faut aller sur place. Donc ça, c'est à la fois nos administrations des douanes qui font les contrôles et puis c'est ce que l'on écrit dans les clauses miroirs. Et vous savez, on a aujourd'hui un débat autour du Mercosur, ce fameux traité entre la France et l'Amérique latine. La France ne veut pas signer le Mercosur. Mais Mme von der Leyen a été le signer. Précisément, oui, sauf que ça n'est pas sa signature qui vaudra ratification et signature et vote du Mercosur. La France ne veut pas le signer, précisément parce qu'il n'y a pas suffisamment de clauses miroirs et parce que les capacités à contrôler ces clauses miroirs sont insuffisantes. Donc, ce problème, il est pris à travers les traités, à travers les accords commerciaux. Il faut ensuite avoir suffisamment de moyens, suffisamment de ressources publiques, c'est les agents des douanes, c'est tout ça. Je peux dire qu'ils sont relativement efficaces en France, mais ça c'est un élément très important. On sait faire les choses à partir du moment où on a des engagements internationaux qui nous permettent de le faire. Jérôme Garbi, on a... Si vous permettez, oui, allez-y. Juste une chose, mais dans un budget qui est restreint, vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, on voit clairement que, en tout cas pour ce qui est des biens de consommation, et j'entends les clauses miroirs, c'est peut-être un peu impertinent, mais on est plus sur de l'incantatoire, puisqu'aujourd'hui, on voit que plus de 50% des jouets, par exemple, et nous, on ne fait pas de jouets qui sont sur le marché, ne sont pas conformes aux normes européennes et qu'on a du mal à le contrôler. Aujourd'hui, clairement, et dans le trend budgétaire qui est celui qu'on connaît, il y aura peu de chances qu'on renforce les contrôles aux frontières ou en tout cas qu'on mette les effectifs. Aujourd'hui, ce n'est pas une tendance qu'on voit. Alors, ce n'est pas une tendance qu'on voit, mais pour en discuter avec... alors, je ne suis pas directement en tutelle des services des douanes, mais pour en discuter avec ma collègue qui est en tutelle du service des douanes, je peux vous dire que les contrôles, en termes de nombre de contrôles aux frontières, en France et en Europe, suivent une pente ascendante. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, ça ne fait pas obstacle à ce qu'il y ait encore des produits qui rentrent en Europe et qui ne correspondent pas aux normes, mais la tendance, elle est quand même à une augmentation des contrôles de manière assez significative. Monsieur Garbi, je voulais vous poser plusieurs questions. On a abordé tout à l'heure la question des droits de douane. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Le ministre a abordé la question des clauses miroirs. Évidemment, clauses miroirs, ça renvoie tout de suite à des traités agricoles et notamment à celui du Mercosur, même si le traité avec le Canada, par exemple, a été très bénéfique pour plein de producteurs français. Il faut quand même le rappeler. Aujourd'hui, les réglementations dans un groupe mondial comme le vôtre, vous êtes présent un peu partout dans le monde, elles sont plus inquiétantes que la politique économique qui est en train de mettre en place Donald Trump et notamment ses fameux droits de douane? Écoutez, pour l'instant, c'est une réalité ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, même si on ne le sent pas encore, maintenant, nous, on a une stratégie qui est multirégionale, multilocale. Donc, en fait, on cherche à produire au plus près de nos consommateurs et au plus près des ressources des pays dans lesquels on opère pour s'intégrer complètement dans l'amont agricole et dans l'écosystème dans lequel on opère. Donc,
C'est clairement un challenge, mais c'est un challenge avec lequel, pour l'instant, on se sent à l'aise, puisqu'on va chercher à produire au plus près des consommateurs et dans les marchés dans lesquels on opère. Donc en France, on a un certain nombre de sites de production, on en a 8. Aux États-Unis, on en a 4. Dans les pays dans lesquels on opère, on produit sur place. Et là, les coûts de l'énergie, les coûts de la ressource, de la matière première, sont, j'imagine, différents au Canada, aux États-Unis qu'en Europe ou en France. Où on voit bien que la filière laitière est en difficulté parfois. Oui, mais en fait, l'enjeu pour nous, c'est l'enjeu de la valeur de l'alimentation. Et c'est ça, en fait, ce qui compte. Est-ce que le consommateur est prêt à payer cher un produit de qualité? C'est notre enjeu. Plus cher. C'est notre enjeu. Mais en fait, ce qui est important, c'est que on doit absolument, non pas opposer les choses, mais essayer de créer du lien. On doit essayer de créer du lien entre apporter une juste rémunération aux producteurs et un produit accessible, de qualité, avec un goût qui plaît aux consommateurs. Donc c'est ça notre enjeu. Si on essaye d'opposer et de s'inscrire dans une spirale déflationniste sur l'alimentation, ce n'est pas un bien de consommation comme les autres. L'alimentation, c'est un droit. Donc si on essaye d'opposer les choses, on s'inscrit dans une spirale déflationniste qui ne fait que détruire de la valeur et qui ne sert pas le consommateur et qui ne sert pas les ressources dans lesquelles on s'inscrit. Moi, je partage complètement l'idée qu'on doit et on peut trouver des équilibres dans la chaîne de valeur de l'alimentaire, de l'agricole et de l'agroalimentaire qui permettent, de fournir aux agriculteurs un revenu décent, qui permettent à l'industrie agroalimentaire d'investir, parce qu'il y a des enjeux d'investissement qui sont lourds, et ça sans nuire à la compétitivité de l'ensemble de la chaîne. J'étais il y a quelques semaines en Alsace, dans une entreprise justement de la filière laitière qui s'appelle Alsace Lait, que vous connaissez sans doute, qui a construit un réseau autour d'une coopérative. Pour aller vite, dans cette coopérative, les producteurs de lait, les agriculteurs, sont payés pour le litre de lait à peu près 20 ou 25% au-dessus du prix du marché. Ça n'empêche pas Alsace Lait de produire des produits plutôt haut de gamme, d'exporter. De mémoire, quasiment 2/3 du chiffre d'affaires était fait à l'export, parce qu'il y a une logique de positionnement sur une gamme qui est plutôt élevée. Il y a d'autres modèles qui existent avec d'autres gammes, mais moi je considère que dans cette filière comme dans d'autres, ce qui est important, c'est justement de raisonner filière, c'est-à-dire de raisonner sur les relations entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. C'est vrai, je vous donne un autre exemple qui n'a absolument rien à voir avec la filière aéronautique. La filière aéronautique, c'est Airbus qui a 11 ans de commandes devant lui. 11 ans de commandes devant lui et qui se demande comment est-ce qu'on va monter en charge et comment est-ce qu'on va réussir à produire. Et ça impose à Airbus de raisonner sur quelle est la santé de mes sous-traitants. Est-ce que mes sous-traitants sont suffisamment solides? Est-ce qu'ils ont suffisamment de compétences et de talents? Est-ce qu'ils arrivent à recruter? Est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer est-ce qu'on les paye suffisamment bien? Est-ce qu'on les paye suffisamment? Et ça, c'est un élément très important. C'est ce qu'on n'a pas toujours bien réussi à faire en France, c'est à raisonner en termes de filière pour avoir des chaînes de valeur qui soient les plus intégrées possibles. Et ça, c'est un élément absolument central dès lors qu'on a des sujets de souveraineté à gérer. Des chaînes de valeur solides dans l'agroalimentaire, c'est très important. Dans la chimie, dans les industries de base, c'est tout aussi, voire encore plus important. Enfin, je ne dirais pas encore plus, tout aussi important. Donc, on a besoin de nous organiser. L'État peut faire des choses. Aujourd'hui, j'étais avec l'ensemble du Conseil national de l'industrie, avec les représentants des différentes filières, pour justement parler de la manière dont on se structure. On a besoin de mieux se structurer. Et vous avez un exemple, j'en termine avec ça, qui est l'automobile. Dans l'automobile, je le dis assez tranquillement, cette relation entre les donneurs d'ordre, que sont les constructeurs, et les sous-traitants, elle n'a pas et elle n'est toujours pas suffisamment vertueuse. On a des modèles économiques de constructeurs qui reposent trop sur la réduction des coûts des sous-traitants, avec des conséquences qui sont des conséquences de fermeture de sites et de délocalisation. Je pense que la pérennité de notre modèle, à la fois du modèle industriel de ces filières et de notre modèle social, implique de raisonner de manière un peu plus intégrée. Voilà, j'étais un peu long, mais c'est un élément très important. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je suis d'accord avec ce que vous dites, et c'est le sens de la démarche. Nous, avant même la loi Egalim, on avait des partenariats avec nos partenaires producteurs agricoles. Ça fait 8 ans qu'on co-construit avec eux le prix du lait.
qu'on l'augmente, qu'on le co-construit sur la base des intrants, de leur coût de production et aussi de la rémunération du travail. Aujourd'hui, le prix du lait qu'on paye rémunère le coût du travail à 2,3 fois le SMIC. Et c'est quelque chose qu'on co-construit avec nos partenaires producteurs agricoles. Et ça, c'est super important si on veut avoir une filière laitière qui soit durable dans le temps et qui permette la régénération des générations d'agriculteurs. Tout à fait. Rémi Bettier, merci beaucoup d'être là. Vous êtes donc le CEO de Morrisons, qui est le 4e groupe de distribution au Royaume-Uni, après un parcours exemplaire chez Carrefour, on s'en souvient. Alors, la presse spécialisée britannique a beaucoup parlé de vos résultats, du redressement spectaculaire, on peut le dire. Alors, vous avez en face de vous un ministre français de l'industrie, et puis vous avez un industriel. Alors, la question que j'ai envie Deux industriels. Oui, non, mais un industriel qui vous intéresse peut-être plus quand on est grand distributeur. Parce qu'on met dans son linéaire, on met en tête de gondole ou on met au fond du rayon certains produits et pas d'autres. Est-ce qu'il y a la même discussion au Royaume-Uni entre les industriels du fromage, des boissons et les problèmes de marge qu'on a en France, où on se souvient comment Bruno Le Maire s'arrachait les cheveux matin, midi et soir en nous expliquant que demain il y aurait un accord entre les industriels et la grande distribution. Il y a des figures de la distribution très médiatisées en France qui nous expliquaient que les méchants étaient d'un côté et les gentils de l'autre. Comment est-ce qu'au Royaume-Uni, ce sujet est abordé? Est-ce qu'il existe de manière aussi virulente? Alors, naturellement, le sujet existe. Alors, moi, j'étais client des 2 fournisseurs ici quand j'étais chez Carrefour. Naturellement, le sujet existe. Maintenant, les Britanniques, ils ont une manière moins philosophique, un peu plus pragmatique de la question. Et puis, on va droit au but. Peut-être ce qui est l'un des avantages de l'économie anglaise. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de l'industrie et de l'économie française. On n'a pas à rougir dans toutes les matières. Mais en raisonnant en tant que chef d'entreprise, loin de moi l'idée de parler, de dire à une personne politique ce qu'ils ont à faire, parce que déjà, je sais, dans une boîte de 110 000 personnes, de 20 milliards de chiffre d'affaires annuel, j'ai énormément de choses à faire. Donc, de là à parler d'un pays, d'une économie, c'est quand même quelque chose de plus extraordinaire. Mais déjà, la manière, quand je réfléchis, je raisonne en tant que chef d'entreprise, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter le service aux clients, donc citoyens. Ce qu'il ne faut pas faire, augmenter le prix. Impôts et taxes, même si c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais quoi. Donc, comment faire? Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. Et au lieu d'aller vers la solution qui est la plus simple, donc j'augmente le prix de vente. Donc là, je perds le client, le citoyen, ou bien je baisse le service. Et là, à ce moment-là, les gens ils vont aller à la concurrence, à notre pays en l'occurrence, ou quoi. Alors moi, je suis chef d'entreprise et ça tombe bien, je suis spécialiste dans la transformation. L'Angleterre, c'est mon 8e pays. Moi, j'étais chez Carrefour, j'ai travaillé dans 7 pays différents. Là, c'est mon 8e pays. Et c'est vrai que la transformation à l'anglaise, ça s'est bien passé, comme vous le dites, à travers les chiffres relayés dans la presse. Mais c'est vrai, il y a des choses, quand on est chef d'entreprise, qu'on sait qu'il faut faire et des choses qu'on sait qu'il ne faut pas faire. Donc, augmenter les prix, il ne faut pas faire. Baisser le service client, il ne faut pas faire. Et à chaque fois, on essaye de faire ça en disant, c'est pour 1 an, et ça peut aller comme les autoroutes. Ça peut durer plus longtemps que les 4 saisons du Vivaldi. Exactement, parce qu'après, il faut repasser sur un historique, etc. Donc, mais pour revenir au fond de la question, les mêmes questions existent en Angleterre, et j'ai participé... Et comment se porte l'économie britannique depuis le Brexit? Parce qu'on entend des tas de choses, ils sont à la rue, pas du tout. Alors, je ne suis pas objectif... Non, mais en termes de consommation des ménages. Oui, alors je ne suis pas objectif, moi, personnellement, parce qu'à chaque fois, je dois présenter mon passeport à chaque aller-retour. Oui, bon, ça, c'est très gênant. Et tous les Anglais que j'ai rencontrés, ils me disent qu'ils étaient contre le Brexit. Je ne sais pas qui a voté, parce que je rencontre beaucoup d'Anglais, mais c'est vrai, et ils se disent contre le Brexit. Je ne pense pas que c'était une excellente idée, le Brexit, pour l'Angleterre, honnêtement, de se dissocier comme ça d'un continent qui est l'Europe. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'économie aussi, l'économie anglaise. Mais toutes ces discussions, j'en ai parlé avec le Premier ministre, avec la ministre des Finances, qu'ils appellent ça le Chancellor,
Et effectivement, les mêmes discussions existent. C'est vrai, on les traite de manière un peu plus pragmatique. Cathy Pianon, on parlait des réglementations, mais comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise française? Vous parliez des sites patrimoniaux dont Seb peut s'honorer. Hein. Il n'y a pas que LVMH qui ressuscite ou qui développe des marques. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre, par exemple, la concurrence chinoise, avec des normes qui sont plus ou moins respectées, avec des coûts de production qui évidemment n'ont rien à voir, avec des coûts sociaux qui évidemment n'ont rien à voir avec les nôtres? Comment est-ce qu'on s'adapte en permanence? Alors c'est une question difficile. Est-ce qu'on peut vraiment lutter là? Nous, on est sur l'innovation. Le cœur du métier, pourquoi on peut encore être en France dans 17 sites, c'est être sur des produits de forte valeur ajoutée. Notre président l'explique régulièrement. Il a connu, absolument, il a connu du jour au lendemain des choses qu'on vendait qui sont passées de 20 € à 5 € le produit dans la nuit, pour des raisons promotionnelles et de concurrence. Donc ça nous oblige à investir tout le temps dans l'innovation. Mais ça veut dire que dans le Magimix, il va y avoir de l'IA, par exemple? Alors, on n'a pas de Magimix, on a du Thermomix. Thermomix, oui. C'est votre concurrent. Mais peut-être qu'il y aura de... Peut-être que vous rachèterez. Oui, on a 35 marques, donc effectivement, rien n'est écrit encore. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être innovant, mais amener une innovation qui fasse vraiment du sens. Je ne dis pas que l'IA ne fait pas de sens. On est dans deux choses. Et qui soit pratique. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un rapport, donc on a deux piliers, qui est donc tout ce qui est cuisine et services à la personne sur notre consumer, et on a du professionnel. Et ce que les consommateurs attendent, c'est un confort, une qualité de vie. Et donc l'IA est importante, mais pas de gadgets. On voit, on a des produits qui sont faits pour durer. On a été les premiers à créer la réparabilité, avoir des centres, et ça dès les années 2000, où à l'époque on nous traitait de ringards parce qu'on réparait et qu'on ne changeait pas à l'identique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est de l'innovation. On se bat tous les jours pour aussi effectivement avoir, vous en avez parlé, le coût du travail. Et puis... pour ce qui est des normes, d'essayer d'être soit en avance, soit effectivement de trouver des possibilités d'avoir des conditions de compétitivité et de concurrence qui soient les mêmes. On a aussi des sites en Chine pour les articles pour lesquels, comme les bouilloires, aujourd'hui c'est impossible de produire en France. Le coût du travail, vous le savez, je ne vous ferai pas la fonte de vous le redire, mais depuis 2020, il y a un vrai décrochage avec quelque chose d'exponentiel en France. Donc les produits comme les bouilloires, on a aussi des sites en Chine parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de produire en France. En revanche, on a relocalisé des produits qui étaient en Chine, comme les aspirateurs à Vernon, où on a réinstallé une ligne de produits pour Reventa il y a de ça 1 an. J'allais dire Reventa, mais j'avais peur de me tromper. Non, c'est ça, je l'ai dit, comme ça empêche l'incident diplomatique. Alors, même question pour terminer, Jérôme Garbi, et puis Rami aussi. L'IA, dans votre secteur, ça peut vous aider à quoi? Absolument. Comment la mettre en place? Alors ça nous aide de plusieurs façons. On vient de rentrer dans un programme assez ambitieux de digitalisation de toutes nos usines avec Dassault Systèmes, dans lequel on va intégrer de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité de nos usines. Donc voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est dans la façon dont on innove. On travaille sur des jumeaux digitaux pour accélérer notre processus d'innovation et pour développer plus vite nos innovations, parce que pour vous donner un exemple, quand on développe un produit, on est soumis à un test sur la durée de vie du produit. Donc évidemment, dans un monde tel qu'aujourd'hui, on est obligé d'attendre la fin de durée de vie pour valider l'innovation. Avec un jumeau digital, on peut modéliser ça et du coup travailler beaucoup plus vite. On peut aussi travailler beaucoup plus vite sur l'assemblage de différents ingrédients différents, disponibles dans la nature, qui vont nous permettre de nous aider à réussir notre mission et nos ambitions de décarbonisation, tout en gardant une alimentation accessible. Donc voilà comment est-ce qu'on intègre l'IA. Tout ce qu'on fait, on le fait toujours au service de notre mission. On est une entreprise à mission et tout ce qu'on fait, on le fait au service de notre mission qui est de fournir une alimentation durable et accessible au plus grand nombre. Rami Battier, même question. Alors, est-ce que l'IA peut vous aider à gérer les stocks? Parce que je sais que vous avez eu une panne informatique à un moment donné dans le réseau il y a quelques mois qui vous a un peu inquiété. Est-ce que l'IA peut être une source, un relais pour mieux gérer ces stocks? Oui, naturellement. Mais permettez-moi de rejoindre Monsieur le Ministre quand il parlait des serveurs
et de la souveraineté des données. Je pense que c'est un sujet très important pour l'avenir de la France et de chaque pays. Quand on refuse de prendre l'ascenseur de l'IA, c'est comme si on refusait il y a 15 ans de prendre le smartphone. Et donc, c'est vraiment stratégique et c'est important pour le pays, pour la France. Et j'étais très heureux de vous entendre dire ce que vous avez dit par rapport à la souveraineté de la donnée. Ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement important. Maintenant, l'IA, ce qui est bien avec l'IA, c'est un gain de temps et c'est hyper simple. Moi, je l'utilise à titre personnel. J'ai rédigé, moi, un message pour dire Joyeuse Valentin à ma femme. Et là, je reçois avec un peu plus d'empathie peut-être que ChatGPT ou le chat. Un vocabulaire digne d'un énarque donc, que je n'ai pas. Donc là, on le met, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que dans le cadre de l'entreprise, par exemple, aujourd'hui, quand on a une rupture de stock, où avant il fallait scanner la rupture, chercher le stock en réserve, etc., eh bien, la caméra voit la rupture, c'est calculé que ce GenCode correspond à ce produit, et j'arrive à trouver ce produit dans la réserve à cet endroit. Donc, c'est quand même un gain de temps, énorme. Et j'ai demandé à l'ensemble des 100 000 salariés de Morrison de suivre une formation sur les applications gratuites maintenant donc, de l'IA. Et c'est extraordinaire. Quand vous demandez, vous dites j'ai telle problématique. Alors, vous n'avez pas la solution à 100%, mais c'est vrai, ça suscite quand même la curiosité et c'est assez intéressant. Pour moi, dans une transformation, c'est une pyramide à 3 étages. Le premier étage, c'est la mobilisation, la simplification et l'innovation. Mais mobiliser tout le monde, simplifier au max et innover. Deuxième étage, c'est les compétences. Vous parlez de l'apprentissage. Et troisième étage, c'est les outils. Parce que les outils permettent effectivement d'aider à l'apprentissage rapide, simple, à l'innovation et surtout savoir ce qui se passe autour de nous. Rami, Cathy et Jérôme, merci beaucoup d'avoir participé au club de l'hémicycle de Marc Ferracci. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent, on vous suit, on vous écoute et puis on espère que l'économie française va se remettre de tout ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le 5 mars prochain avec un nouveau club, l'hémicycle. Si tout va bien, mon invité sera Agnès Pannier-Runacher, votre collègue à la transition écologique. Merci beaucoup, bonne soirée.